Les Vases du Cey, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Jeudi 4 octobre 2013. Le 1er octobre, Éléonore et François s'étaient envolés de nouveau pour le Congrès européen de médecine interne qui avait lieu à Prague. Le planning de la jeune femme était compatible puisque les étudiants venaient juste de commencer leur premier stage de 2e année. Partis à 15h15 de Roissy, ils étaient arrivés dans la République tchèque à 17h15 et 1 heure après, ils étaient déjà dans leur chambre. Cet horaire était parfait pour profiter d'une soirée en amoureux avant le début du congrès le lendemain. Leur hôtel était situé à 20 minutes de marche du palais des congrès, dans un ancien palais de style Belle Époque, un peu à l'écart de l'agitation de la ville et proche de la ligne de tramway qui menait dans le centre, et, cerise sur le gâteau, disposait d'un restaurant gastronomique. Mais pour ce premier soir, ils avaient envie de commencer à visiter la ville. Ils avaient donc pris le tramway vers la vieille ville où Éléonore avait réservé dans un restaurant réputé pour dîner à 19h30. Avant de s'y rendre, ils avaient, dans la même rue que le restaurant, emprunté l'insolite ascenseur paternoster dans le palais YMCA. Pas loin dans la même rue, ils entrèrent dans le palais Legiobanca pour admirer le mobilier rondocubiste incroyable de l'agence bancaire qui se trouvait au fond du couloir. Après le repas, ils s'étaient baladés dans la vieille ville, désertée par les touristes à cette heure tardive. Ils prirent tout leur temps pour se diriger vers le pont Charles. Traverser de nuit ce pont gothique piéton long de plus de 500 mètres, emblématique et certainement le plus beau monument de la ville quasiment désert, avait eu quelque chose de magique, avec ses réverbères à gaz, ses 30 statues installées en vis-à-vis sur toute sa longueur. Ils s'arrêtèrent plusieurs fois pour s'embrasser. La statue la plus connue et aussi la plus ancienne, celle de Saint Jean Népomucène, était bien reconnaissable à sa tête surmontée d'un halo doré et au grand crucifix dans ses bras. Éléonore avait posé sa main gauche sur la base de la statue. François s'en était étonné. Elle lui avait alors expliqué que cette statue se trouvait à l'endroit précis où le saint avait été jeté à l'eau et que la légende racontait que toute personne qui avait fait un vœu en posant la main gauche sur la base de la statue du martyr verrait son vœu devenir réalité. En revanche, elle avait refusé de révéler son vœu. Ils avaient aussi fait une petite incursion à Malastrana pour admirer l'insolite mur John Lennon, très photogénique, et situé juste en face de l'ambassade de France. Dans la cour derrière le mur se dressait un platane majestueux qu'Éléonore avait dit s'appeler Beethoven, car le compositeur se plaisait en effet à se reposer sous ses branches. Ils avaient poursuivi leur découverte de la ville le mardi après la première journée du congrès. Ils s'étaient rendus sur la grande place Venceslas, avec la statue équestre du saint patron des Tchèques, devant laquelle les Pragois se donnaient rendez-vous avant la généralisation du téléphone portable. Arrivés devant le musée national, ils avaient fait une première halte sur le parvis où se trouvait un premier hommage au jeune Jan Palach, cet étudiant qui s'était immolé en 1969 suite à l'invasion des chars soviétiques venus réprimer le printemps de Prague. Un second hommage, une colonne, se dressait devant l'annexe d'architecture brutaliste du musée national. Et le dernier, le plus émouvant, toujours orné de fleurs et de bougies, se trouvait quelques mètres en contrebas de la statue de Saint Venceslas. Ils s'arrêtèrent devant l'hôtel Yalta, et Éléonore amena François dans le hall pour lui montrer une sérigraphie d'Andy Warhol représentant le célèbre Kafka, l'écrivain emblématique de Prague. Elle lui avait appris par la même occasion que les parents d'Andy Warhol étaient originaires de Slovaquie et que dans les sous-sols de l'hôtel Yalta se trouvait un bunker qui devait accueillir en cas d'attaque nucléaire les apparatchiks tchèques. Ils avaient ensuite filé vers la gare centrale toute proche avec sa coupole, puis vers les passages qui font le charme de Prague, comme le passage Lucerna. Dans ce passage, ils avaient eu la surprise de trouver une salle de bal, lieu du traditionnel bal des étudiants, l'hiver précédant l'examen du baccalauréat tchèque, et aussi l'endroit où Joséphine Baker ou Louis Armstrong s'étaient produits. Une salle de concert s'y transformait en club les vendredis et samedis soirs, avec les fameuses soirées années 80-90, durant lesquelles des centaines de jeunes ou moins jeunes se déhanchaient les yeux rivés sur des écrans géants diffusant des clips de l'époque. On y trouvait également un cinéma où avaient été tournées des scènes du film La Môme. Mais ils avaient vu surtout quelque chose de plus insolite. Le cheval renversé de Saint Venceslas,
de l'artiste David Czerny. Ils avaient pris le temps d'un café au café Lucerna, inchangé depuis des lustres. Ils y avaient accédé en passant devant le portrait du grand-père du premier président tchécoslovaque post-communiste, Václav Havel. Son grand-père était en effet l'entrepreneur à l'origine du complexe et le passage appartenait toujours à la famille Havel, qui avait aussi fait construire des studios de cinéma très actifs à Barrandov. En sortant du passage par la rue Vodichkova, ils avaient traversé pour jeter un œil à une façade avec une superbe mosaïque sur le passage Unovaku. Ils avaient continué par le passage Svetozor et sa superbe verrière dédiée à la marque tchécoslovaque Tesla pour arriver dans le jardin des franciscains. Ils y avaient fait une petite pause, enlacés sur un banc. Après avoir quitté le joli jardin des franciscains, ils avaient trouvé le passage Adria et son architecture unique 100% tchèque. Éléonore montra à François l'emplacement d'un café au 2e étage où se trouvait une belle terrasse où en 1989, le dissident Havel et ses amis s'étaient réunis pour préparer la transition démocratique. Ils avaient ensuite remonté la rue Jungmanova avant de prendre la première à droite et se retrouver face à la tête incroyable et rotative de Franz Kafka, une œuvre de David Czerny, encore lui. Éléonore leur avait fait prendre la rue Narodny, où des heurts avaient opposé étudiants et policiers anti-émeute en 1989, lançant la révolution de velours. Ils avaient fait un détour par la rue Vorsilska, où se trouvaient sur les toits du palais d'Aime des statues méconnues et surréalistes, avant de continuer rue Narodny jusqu'à la rivière Vltava, pour admirer les dorures du Théâtre national. Près du théâtre, il y avait le bâtiment brutaliste de la Nova Scena, et Éléonore emmena François dans son atypique café Nona, juste pour jeter un œil à l'intérieur sur l'incroyable escalier. Comme il était l'heure de dîner, elle l'avait traîné de nouveau vers la place Venceslas, au restaurant Vitopna. Elle l'avait averti qu'il ne s'agissait pas d'un établissement gastronomique, sans lui dire quoi que ce soit de plus. Elle avait été contente de son coup, car il avait été très surpris par les plats servis par des trains électriques. Depuis le restaurant, ils avaient pu admirer les façades Art Nouveau de l'immense place Venceslas, comme celle de l'ancien hôtel Evropa, dont les intérieurs avaient inspiré le réalisateur du film Titanic pour la salle du restaurant, et où Kafka avait donné à Prague sa seule lecture publique. Après le dîner, ils étaient entrés dans le passage Koruna, pour admirer sa coupole avant d'arpenter Napchekopé, la grande artère commerçante de la ville et ancien fossé marquant la limite avec la vieille ville au Moyen-Âge. Ils avaient poursuivi jusqu'à la maison municipale, un superbe bijou Art Nouveau, du balcon duquel avait été proclamée la République tchécoslovaque en 1918. Ils avaient ensuite poussé jusqu'à la rue Seletna et la maison à la Vierge noire de style cubiste, puis vers le théâtre des États où Mozart avait créé Don Giovanni en 1787. De là, ils s'étaient dirigés vers la rue Rijna, près de laquelle se trouvait un lampadaire cubiste unique au monde, juste en face de Upinkasu, une des brasseries traditionnelles les plus connues de la ville, la première à Prague à commercialiser la fameuse Pils. Et ils avaient pris un petit passage au bout duquel se trouvait la boutique de l'alcool fort national, la Becherovka, produit dans la ville thermale de Karlovy Vary. Ils s'étaient alors acheminés vers l'île de Kampa, séparée du quartier de Malastrana que par un petit cours d'eau, le ruisseau Chertovka, ou ruisseau du diable. Ils étaient passés près du musée Kampa, mais aussi des bébés de David Czerny, 3 bébés en bronze dans le parc où ils avaient fait quelques haltes sous les arbres à l'abri des regards. Ils avaient quitté Kampa pour le pont des Légions ou Mostlegi. Ils s'étaient arrêtés en plein milieu et avaient négligé l'ascenseur pour prendre un escalier qui les avait conduits à l'île des Archers. De sa pointe nord, ils avaient eu droit à une splendide vue sur le pont Charles. Ils étaient ensuite revenus à pied jusqu'à leur hôtel. Le lendemain, leur visite avait commencé place de la Vieille Ville, pour assister au fameux défilé des apôtres de l'horloge astronomique qui a lieu à chaque changement d'heure. Pour être aux premières loges, ils étaient entrés au numéro 22 de la place au Grand Hôtel Praha et étaient montés au premier étage au Café Mozart. Dans une ambiance très feutrée, ils avaient eu une vue plongeante sur l'horloge, dans un calme absolu, quand les touristes en contrebas jouaient des coudes et se marchaient sur les pieds. Ils avaient payé leur café 4 €, mais l'endroit était exceptionnel. Ils étaient allés ensuite au numéro 29 de l'hôtel Uprins et s'étaient rendus tout au fond pour prendre l'ascenseur à droite qui les avait conduits à une terrasse unique pour sa superbe vue sur les toits ocres de la ville.
Il n'avait pas manqué la maison à la cloche de pierre voisine du palais Kinski, au rez-de-chaussée duquel les parents de Kafka tenaient une mercerie. Cette place de la vieille ville leur avait montré un superbe contraste entre le gothique et le baroque. Comme la veille au soir, ils avaient ensuite déambulé dans les petites rues de la vieille ville, comme les ruelles autour de Notre-Dame du Tyne, et les passages vers la rue Karlova, en évitant toutefois cette dernière, où les touristes se suivent à la queue leu-leu, s'arrêtant ici et là pour acheter des souvenirs made in China. Le seul intérêt de la rue Karlova était d'y trouver le réputé Tredelnik, une traditionnelle pâtisserie sucrée à base de pâte enroulée autour d'une brochette en bois, puis grillée à la braise et recouverte de sucre et de noisettes pilées. Mais de toute façon, on en trouvait partout. Ils étaient ensuite partis à la découverte du quartier juif de Josefov, ses synagogues et son célèbre vieux cimetière. Ils avaient marché sur les traces de Franz Kafka, qui avait habité à de nombreuses adresses ici et là. Puis, face à la mairie, ils étaient entrés dans le Clementinum, grand complexe construit par les jésuites, avec une tour et une superbe bibliothèque baroque. Pour dîner, ils avaient pris la direction du fameux café Louvre, qu'Einstein aimait fréquenter. Ils y avaient mangé vite et bien. Après le repas, leurs pas les avaient menés vers la célèbre rue Pariska, la rue de Paris. Succession de belles façades, d'enseignes de luxe et de grosses voitures bien garées. Puis ils s'étaient engagés sur le superbe pont Art Nouveau, le pont tchèque, pour atteindre la rive opposée, au pied de la colline de l'Etna. Ils avaient amorcé la montée par un petit chemin qui leur avait offert un superbe point de vue sur la rivière. La montée était très plaisante et pas fatigante. Une fois en haut, ils avaient pris le temps de souffler au Bergarten et sa vue plongeante sur la ville. Ils étaient ensuite redescendus jusqu'au musée Kafka, dans la cour duquel se trouvait une autre œuvre de David Tcherny, mais controversée, Les hommes qui pissent, dans la cour du musée Kafka. Ils s'étaient ensuite orientés vers le charme des petites ruelles de la partie de Malastrana, située entre le parc de Pétrine, l'église baroque Saint-Nicolas et le château. Cette fois, ils avaient pris le tramway pour rentrer, heureux de se retrouver dans l'intimité de leur chambre d'hôtel. Ce jeudi était celui de la soirée de gala, mais ils pouvaient encore profiter de quelques heures de visite. Pour accéder au château, ils avaient choisi l'option du funiculaire dans le parc de Pétrine. Pour un prix dérisoire, ils avaient monté la colline sans se fatiguer, avant de rejoindre à pied la tour de Pétrine, tout en admirant un panorama incroyable. Ils étaient arrivés ensuite au monastère de Strahov et sa bibliothèque. Le château était à 10 minutes. Ils n'avaient pas vraiment le temps de le visiter. Ils jetèrent donc un œil rapide, gratuitement, à la cathédrale Saint-Guy, mais pas à la ruelle d'or. Ils quittèrent ensuite le complexe du château à pied, par les vieux escaliers, pour une nouvelle vue incroyable sur la ville, avant de rentrer se préparer pour le gala. Éléonore avait pris sa douche rapidement. En la voyant sortir juste enveloppée d'un drap de bain, François avait eu envie de lui sauter dessus, mais il s'était maîtrisé. Et lorsqu'il était sorti lui-même de la salle de bain, Éléonore était déjà prête. Elle portait encore un modèle d'Axel Vuatier, une robe qui descendait jusqu'aux genoux, en stretch brillant bleu ciel, drapée et très ajustée avec un décolleté en V. La robe épousait parfaitement son corps toujours aussi mince malgré ses 41 ans. Elle portait aux oreilles les pendants en perles de Tahiti qu'il lui avait offerts. « Mon amour, tu es magnifique. Toi aussi, François, tu es très beau ainsi. Mais tu ne peux pas aller au gala dans cette tenue ?» répondit-elle en plongeant d'abord son regard dans les yeux bleus de son mari, puis en descendant un peu plus bas. « Nous risquons d'avoir un gros problème. »« Je suis sûre que tu peux résoudre ce gros problème. Toi seul le peux d'ailleurs. » Elle sourit en s'approchant de lui et se retourna pour lui présenter son dos. « Si tu veux que je résolve ton problème, descends cette fermeture éclair. » Il ne se fit pas prier et la robe glissa vers le sol. Éléonore ne portait plus que son string. Il la tenait déjà entre ses bras, mordillant le lobe d'une oreille, tout en agaçant ses mamelons de la paume de ses mains. Les lèvres chaudes de François effleuraient son cou, puis ses épaules, pendant qu'une de ses mains caressait un sein, et l'autre descendait le long de sa taille, suivait la courbe d'une hanche, puis continuait vers son ventre, jusqu'à atteindre le haut de la fente qu'il désirait tant. Quand il débusqua le petit bouton érigé et qu'il commença à le masser doucement, elle se mit à gémir de plus en plus fort. Mais François ne pouvait plus maîtriser son désir. Il fit descendre rapidement le string qui faisait obstacle et la poussa doucement sur le lit. À genoux derrière elle, il la pénétra d'un coup.
Quand après s'être retiré, il s'enfonça de nouveau en elle encore plus profondément, elle se colla à lui pour mieux le sentir en elle. Des ondes de chaleur la parcouraient de part en part. Elle remua son bassin suivant le rythme du va-et-vient de François. Il la prit par les hanches et l'attira contre lui, s'engouffrant en elle. À chacun de ses coups de boutoir, la jouissance montait chez l'un et l'autre. Leurs cris de plaisir se mêlaient. Et soudain ce fut l'explosion. Ils restèrent soudés un long moment, frissonnant de plaisir tous les deux. François se coucha sur le côté, entraînant sa femme avec lui et l'étreignit en la couvrant de baisers. Leur entrée fut très remarquée. Ils partagèrent la table de Massimo Manzoni et Alberto Costa, les confrères italiens qu'ils connaissaient bien tous les deux, et d'autres confrères allemands et autrichiens de François, ainsi qu'un confrère russe, Alexei Rybakov, qui était le président de la Société scientifique médicale russe de médecine interne. Éléonore était moins impressionnée par les pontes en médecine de divers pays que ceux-ci ne l'étaient par elle. Il l'était d'autant plus qu'elle s'adressait à chacun dans leur langue, à part le professeur Rybakov avec lequel elle parlait en français, puisqu'il le parlait très bien. Elle évoquait au besoin les travaux que les uns ou les autres avaient publiés. Les confrères et consoeurs de son mari étaient toujours surpris de l'étendue de ses connaissances dans le domaine médical et dans bien d'autres domaines comme les arts, la philosophie et l'histoire. Personne ne s'ennuyait à la même table que les Vasse, et ceux qui les connaissaient déjà attendaient le moment de les voir danser. Le professeur Rybakov découvrait ce couple étonnant dont il avait entendu parler. Il connaissait les travaux de François, mais Éléonore ne lui était pas totalement inconnue. Ce visage, il l'avait déjà vu. C'était cela, il l'avait vu à Varna. « Excusez-moi, Madame Vasse, mais vous avez participé au concours international de ballet de Varna en 1986, n'est-ce pas ?»« Oui, effectivement, et j'avais gagné la médaille de bronze. »« Vous souvenez-vous qui avait gagné la médaille d'argent ?»« Évidemment, c'était Irina Alexandrovna Rybakova. »« Mais bien sûr, Rybakova, s'exclama-t-elle, vous êtes de la même famille. »« Irina est ma petite sœur. Et en 1988, elle avait encore gagné l'argent. Mais vous aviez gagné l'or. »« Tout à fait. Mais Irina a continué au Bolchoï et moi, ma vie a pris un autre chemin. »« Pourtant, vous auriez pu intégrer l'opéra de Paris à l'époque. »« Peut-être, mais je ne le saurai jamais. »« Vous dansez toujours ?»« Oui, en amateur. »« Dommage. Vous étiez une ballerine exceptionnelle. J'aurais aimé vous revoir danser. »« Eh bien, vous me verrez danser ce soir, mais avec mon mari, répondit-elle en riant. François, qui avait écouté l'échange en souriant, la serra contre lui. Et comme d'habitude, ils firent le spectacle sur les titres interprétés en version jazz ou bossa nova, selon le cas, par l'orchestre avec divers styles de danse, valse sur Fallin', samba sur La Tortura, cha-cha-cha sur I'm Every Woman, même un jive sur Jailor's Rock et surtout rumba sur Moonlight Shadow et With or Without You. Massimo avait aussi dansé avec Éléonore, notamment un American Smooth sur Hey Jude et un tango sur Come Together. Comme d'habitude, le couple Vasse s'était éclipsé après une dernière rumba dont la sensualité avait laissé nombre de participants rêveurs, dont Rybakov. Le lendemain soir, ils firent une dernière virée dans Prague. Ils se dirigèrent vers Náměstí Míru, la place de la paix, au cœur de Vinohrady, à 10 minutes de leur hôtel. C'était une des plus belles places de Prague, paisible avec sa belle église Sainte-Ludmila et son jardin. Après une petite pause, ils repartirent vers le parc de Riegrovi Sadi, admirant au passage les façades pastel de la rue Chopinova. Le parc offrait une vue incroyable sur le château et sur la ville. Ils poursuivirent leur exploration dans le quartier populaire de Žižkov, avec la célèbre tour de télé du quartier, avec ses bébés de David Cherny qui en font l'ascension. Ce n'est pas le genre de monument qui me fait vibrer, mais c'est original avec ses bébés. En général, les touristes adorent ou détestent. Moi, c'est toi qui me fais vibrer, chérie, répondit François, d'un air si sérieux qu'elle éclata de rire avant de s'accrocher à son cou pour l'embrasser. Ils prirent ensuite les transports en commun pour se rendre dans un petit restaurant local qu'ils avaient repéré dans la vieille ville pour découvrir un peu mieux la gastronomie tchèque. La clientèle y était essentiellement locale, avec une ambiance entre cantine et pub. Ils revinrent du restaurant à pied, comptant sur cette marche de près de 4 kilomètres pour digérer les plats succulents et généreux qu'ils avaient avalés. Ils traversèrent le quartier de Kaprova, puis Malé Náměstí, la petite place avec son puits en fer forgé du XVIe siècle, doté d'une belle grille Renaissance et chapeautée par un lion doré.
Ils détaillèrent au passage les jolies façades, dont celle du premier grand magasin de Prague datant du milieu du XIXe siècle. Ils se retrouvèrent au Staromesské náměstí, la place de la vieille ville qu'ils avaient déjà arpentée au début de leur séjour. La rue Rytyrska était encore très animée, ainsi que la place Venceslas malgré l'heure tardive. Ils firent d'ailleurs une pause sur un des bancs étroitement enlacés. Éléonore aimait ces moments où elle posait sa tête sur l'épaule de François et écoutait son cœur battre, enserré dans ses bras. Elle aimait sentir sa main caresser son visage comme il le faisait à cet instant. « Je pourrais rester des heures comme ça dans tes bras, bercée par les battements de ton cœur. Moi aussi, j'aime te sentir tout contre moi, mais vois-tu, à cette saison, les nuits sont un peu fraîches. Et le mieux serait sans doute de rentrer à l'hôtel, et nous reprendrons la même position, mais au chaud. » François lui souleva le menton et déposa un baiser à peine effleuré sur ses lèvres. Il la sentit frissonner. « C'est moi ou le froid qui te fait frissonner ?»« Toi, évidemment. »« Raison de plus pour rentrer se mettre sous la couette, dit-il en plaquant ses lèvres sur celles d'Éléonore et en la serrant un peu plus dans ses bras. Le baiser passionné qui suivit déclencha chez l'un et l'autre des ondes de chaleur intense. Ils se levèrent et se hâtèrent de parcourir le dernier kilomètre les séparant de leur hôtel. Ils avaient toute la nuit devant eux. Leur avion de retour ne décollait qu'à 11h45, et 2 heures plus tard, ils seraient à Roissy. Samedi 19 octobre 2013. François avait fêté ses 46 ans en famille la veille au soir, en petit comité, puisque seuls les membres de la famille et les amis résidant dans la région de Rouen et du Havre pouvaient être présents. Tout comme sur Éléonore, les années semblaient avoir peu de prise sur lui. Seules ses tempes témoignaient de l'avancée en âge avec quelques fils d'argent qui le rendaient encore plus séduisant. Ce matin-là, allongée sur le côté, elle le contemplait dans son sommeil depuis de longues minutes. Elle éprouvait toujours le même plaisir à ouvrir les yeux le matin à ses côtés. Elle se pencha vers lui pour l'embrasser et posa sa tête sur son torse. Elle aimait se blottir dans ses bras, se laisser bercer par son souffle. Sa main effleura son épaule, son bras, puis caressa sa hanche avant de remonter. « Tu n'imagines pas à quel point je t'aime, mon amour, » dit-elle tout bas, comme pour elle-même. « Je t'aime tant. » Une larme coula sur la peau de François. Il s'était éveillé dès qu'elle l'avait embrassé, mais n'avait pas bougé, attendant la suite. Quand elle effleura son cou de ses lèvres, il frémit et s'abandonna totalement. Éléonore continua ses baisers légers et descendit plus bas, effleurant son nombril de sa langue. L'accélération de sa respiration le trahit. Éléonore releva la tête pour le regarder, mais ses mains continuaient à le caresser et s'approchaient de son sexe en érection. Les yeux fermés, la bouche entr'ouverte, il gémit. Elle poursuivit ses caresses et exerça un mouvement de va-et-vient qui le fit frémir. Quand il sentit sa bouche s'emparer de son membre viril, il laissa échapper un râle de plaisir. Le va-et-vient de cette bouche, la langue de la jeune femme qui s'enroulait autour du méa, accrurent son plaisir qui devint si violent qu'il ne put se contenir. Son sperme jaillit dans la bouche d'Éléonore pendant que des vagues de jouissance le parcouraient et qu'il criait le nom de son amour. Il ouvrit les yeux et croisa le regard vert d'Éléonore, visiblement satisfaite de son entreprise. « Joyeux anniversaire, mon amour. C'est mon premier cadeau. Je ne t'en avais pas encore offert, lui dit-elle en se rallongeant à côté de lui. Alors laisse-moi te remercier. » Il se pencha pour effleurer ses lèvres. Elle ouvrit la bouche pour accueillir sa langue. Il effleura sa peau de ses doigts et l'étreignit. Elle explora sa bouche doucement à son tour. Le désir émergea de nouveau en lui. Il continua un long moment à l'embrasser, puis il descendit vers le cou, effleura de ses lèvres son épaule, puis l'intérieur du bras, jusqu'à la pliure du coude. La respiration de la jeune femme devint plus rapide, sous la caresse presque insoutenable. Quand il prit un mamelon entre ses lèvres, Éléonore sentit des ondes brûlantes se déverser en elle. Le sexe de François devenait de plus en plus dur. Elle se pressa contre lui, concentrée sur les sensations qu'il faisait émerger en elle. François descendit encore, se plaça entre les cuisses d'Éléonore, écarta les lèvres de son sexe et approcha sa langue de la fente. Elle gémit, s'arc-bouta vers lui, tandis que sa langue caressait son clitoris. La vague monta en elle, gonfla et se déchaîna. « François, oh François, viens, je t'en supplie. » Il se redressa,
la pénétra, ressortit et poussa de nouveau. Elle venait à sa rencontre, se soulevant et retombant, cambrée au maximum, son contorsionnant pour mieux le sentir. Le désir de François croissait et il n'essaya pas de le contrôler. Il suivit le rythme d'Éléonore. La tension augmenta encore, il plongea profondément en elle, s'abandonnant au plaisir jusqu'au déchaînement final par lequel ils se laissèrent emporter. Quand il se retira d'elle et la regarda, elle souriait les yeux clos, rêveuse. Elle sentait encore sur ses lèvres le goût de la peau de François, sur son corps la caresse de ses baisers. Soudain elle se leva et se précipita dans la salle de bain. « Ce n'était qu'un début, mon amour. Maintenant, debout, nous avons de la route à faire, dit-elle en riant. « Quoi ? Je te rassure, nous n'avons que 25 kilomètres à faire. »« C'est déjà ça. Et pour aller où ? Tu es trop curieux. Tu verras en arrivant. Mais tu as le temps. Nous allons déjeuner avec les enfants. Nous ne partirons qu'en début d'après-midi. »« Alors, nous pouvons encore rester un peu au lit ? » ?»« Tu peux si tu veux. Moi, j'emmène les enfants sur les quais à Rouen. J'ai promis à Alex et Lisa qu'ils pourraient faire du roller. Je sais qu'à 10 jours de concours, pour Lisa, c'est risqué. Mais je ne veux pas la priver de ce plaisir. »« Alors, mon amour, je viens avec vous, dit-il en se levant. Ce n'est pas si souvent qu'on en a l'occasion. Ça nous rappellera le bon vieux temps, quand on habitait rue de Leca et qu'on se baladait sur les quais le soir avec nos sacs poubelles. »« Tu as l'air nostalgique, constata-t-il en la prenant dans ses bras. Parfois, j'aimais bien ton appartement. C'est là que nous avons passé nos premières nuits d'amour, à part la toute première, évidemment. C'est là que tu m'as demandé de t'épouser et plein d'autres bons moments. Mais en réalité, je me sens bien là où tu es. Quand tu n'es pas là, je suis en manque. Moi aussi, je suis complètement addict à toi, précisa-t-il en l'embrassant. Les enfants s'étaient levés peu de temps après. Ils prirent le bus après un petit déjeuner rapide. Les températures étaient encore agréables pour la saison, et Lisa et Alex purent s'en donner à cœur joie sur les 3 kilomètres de quai aménagés de la rive droite. Leurs parents les suivaient à pied, enlacés. Ils croisèrent beaucoup de joggeurs ou de promeneurs comme eux. Éléonore avait pris son sac poubelle, et malheureusement, il se remplissait trop vite à son goût. Pour le déjeuner, ils négocièrent tous les 4 pour décider dans quel restaurant se poser. Finalement, ils se décidèrent pour un restaurant japonais. Les enfants étaient fans de sushi et surtout de teppanyaki, qu'ils adoraient voir préparés par le chef devant eux. Ils remontèrent tranquillement en bus vers Mont-Saint-Aignan. Éléonore et François partirent vers 15 heures, après avoir confié les enfants à leurs grands-parents, chez qui ils prirent le café. La jeune femme avait pris le volant, puisqu'elle seule savait où ils allaient. Elle prit la direction d'Isnoville, par la route de Neuchâtel, puis obliqua après quelques kilomètres vers Longuerue. Peu de temps après avoir passé ce village, elle entra dans le parc d'un château et alla se garer sur un parking. Elle fit descendre son mari et attrapa les 2 sacs à dos qu'elle avait emportés. Le propriétaire vint les accueillir et c'est à ce moment que François put enfin savoir ce qui l'attendait. Décidément, sa femme était pleine de surprises. Elle avait réservé un week-end en amoureux dans une cabane dans les arbres, et pas n'importe laquelle, une de celles les plus haut perchées, accessible au bout d'un parcours aventure avec escalier cocotier, pont de singe et échelle de papou. Il comprit mieux pourquoi elle lui avait dit de s'habiller en tenue sportive adaptée pour la randonnée. Ils firent une petite marche en forêt avant d'atteindre la fameuse cabane. Tous les deux à l'aise avec le concept, ils eurent tôt fait de s'équiper pour le parcours et d'atteindre leur destination dans la canopée, partageant l'espace avec un nid de buse. Le dîner et le petit déjeuner du lendemain matin leur seraient livrés au pied de la cabane dans un panier. Ils n'auraient qu'à le remonter grâce au système de poulies. Et à l'intérieur, le confort rustique leur convenait. Éclairage à la bougie, une bassine pour la toilette et un bidon d'eau et toilette sèche. Ils aimaient tous les deux les randonnées en montagne et dormir sous la tente. Le manque de confort ne les gênait pas. Il est vrai qu'ils n'avaient pas fait de randonnée et dormi en pleine nature depuis longtemps. Éléonore avait veillé à ce que leur téléphone soit chargé et avait prévu une lampe de camping plus efficace que les bougies qui serviraient plus pour leur repas en amoureux. « Alors là, mon amour, tu as eu une idée géniale. Rien que nous, perchés dans cet arbre, personne pour venir nous déranger. Moi, je ne bouge plus de là. » « Tu veux dire que tu ne bouges plus de la cabane ou bien de la terrasse ? »
Parce que moi, j'ai bien envie de tester le lit, dit-elle en commençant à se déshabiller, malgré les 15 degrés. Je parlais de la cabane, bien entendu, en se précipitant pour l'attraper par la taille et se coller à elle. En fait, finalement, je me suis fait un cadeau à moi-même avec ce week-end dans une cabane dans les arbres. Tu es mon prisonnier et complètement à ma merci. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. Je vais abuser de ton corps. Taratata, c'est mon cadeau d'anniversaire, et c'est moi qui vais abuser de ton corps. Et ça commence tout de suite. Il la transporta, séance tenante, sur le lit, où il finit de la dévêtir pour mettre son plan à exécution jusqu'à l'heure du repas dans un premier temps. Ils dînèrent sur la terrasse à la lueur des bougies, emmitouflés dans un pull et serrés l'un contre l'autre. Cette expérience est fantastique, dit François. Seul avec toi dans la canopée, avec juste le bruissement du vent dans les feuilles, tu ne pouvais me faire plus plaisir. J'en profite d'autant plus que dès lundi, tu pars à New York pour la semaine. Tu vas me manquer terriblement, comme à chaque fois que nous sommes séparés. Je sais que c'est très dur pour toi. Ça l'est aussi pour moi. Me réveiller le matin sans toi contre moi est pénible. Mais nos retrouvailles, elles, sont toujours aussi intenses. Tellement je rêve de toi chacune de ces nuits où nous ne sommes pas ensemble. Tu sais que je dors toujours dans un de tes t-shirts quand tu n'es pas là. Je sais, et moi j'ai toujours ce foulard avec ton parfum dans ma poche. Parfois l'idée m'effleure de demander un temps partiel pour pouvoir te suivre dans tes déplacements. Mais finalement, j'y arrive quand même souvent. Dis aussi que ça te plaît de me rejoindre par surprise. C'est vrai, j'adore ça. Mais tu es de moins en moins surpris maintenant. Tu sais que je ne résiste pas à la tentation de te rejoindre. En tout cas, samedi prochain, c'est moi qui te rejoindrai à Grasse, pour sentir ton corps contre le mien et pour voir danser Lisa. Je sais qu'elle sera contente que je sois là, car lors du concours régional en mars et du concours national à Nantes en mai, je n'avais pas pu être là. C'est vraiment important pour elle que tu sois là. Et pour moi aussi. En attendant, je t'ai encore tout à moi pour toute la nuit, ajouta Éléonore en prenant son visage entre ses mains avant de glisser sa langue entre ses lèvres. Dimanche 27 octobre 2013. Éléonore avait pris son après-midi du vendredi pour accompagner Lisa à Grasse. Elles avaient pris leur avion à l'aéroport d'Orly à 15h10 et avaient atterri à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à 16h40. De là, elles avaient pris un taxi pour Grasse, qui les avait déposées devant l'appart-hôtel où Éléonore avait réservé en plein centre-ville et qui se trouvait à 3 minutes à pied du théâtre de Grasse et à 300 mètres de la parfumerie Fragonard. À 17h30, elles étaient installées. Le concours commençait à 19h30. Éléonore avait utilisé ce temps pour une séance de yoga et de méditation. Et à 18h30, elle s'était rendue au théâtre pour que Lisa s'échauffe. À 18h, François venait de décoller de JFK. Il était arrivé à Nice à 8h15 le lendemain, juste à temps pour voir sa fille danser et se qualifier après les éliminatoires. La première étape de ce concours international prestigieux, organisé par le jeune ballet méditerranéen, était franchie. Pas moins de 24 pays étaient représentés, avec plus de 150 candidats, tous présents dans le but de défendre les couleurs de leur pays dans des variations du répertoire, des adages, des pas de deux et autres. Dans la catégorie de Lisa, la catégorie espoir, il y avait pas moins de 7 garçons, ce qui était assez rare. Le jury regroupait des chorégraphes et danseurs de renom. Martin Birot, ancien directeur de l'Opéra de Nice et directeur du Ballet Royal suédois depuis plusieurs années, Coralie Lanos, maîtresse de ballet de l'Académie de Munich et diplômée de l'école Vaganova du théâtre Kirov, Esther Lehmann, danseuse internationale issue de l'Institut supérieur d'art et du théâtre Colón de Buenos Aires, Camille Rico, professeur de ballet à l'Opéra de Paris, Casper Johansson, chorégraphe suédois, directeur artistique du Nordic Baltic Ballet, David Fréry, danseur de l'Opéra de Paris. François put enfin serrer sa fille contre lui et la féliciter à l'heure du midi. L'adolescente lui avait sauté dans les bras tant elle était contente de le voir. Le trio avait fait un tour dans Grasse avant de dîner dans un restaurant servant de la cuisine italienne et provençale traditionnelle, juste à côté de l'appartement. Ils se couchèrent tous tôt. Lisa pour être en forme et François parce que sa nuit dans l'avion n'avait pas été de tout repos. Il s'endormit en serrant Éléonore dans ses bras, ce qui suffisait déjà au bonheur de la jeune femme.
Ce dimanche, il restait 11 candidats encore en lice dans la catégorie de Lisa pour la finale du concours. Son interprétation de la variation imposée sur les petits riens, une gavotte de Mozart, fut magistrale de la vie de sa mère, tout comme sa variation libre. Son placement était impeccable, et sa manière de prendre les tours était très académique. Je pense que le jury l'a bien vu. Son interprétation de sa variation libre était très poétique, et ils ne pourront y être insensibles, souffla-t-elle à François. Moi, j'ai trouvé ça très beau, mais je ne suis pas spécialiste en ballet classique. J'espère que tu as raison. Quoi qu'il arrive, elle a déjà été remarquée rien qu'en arrivant en finale. Les heures de travail en studio ont déjà payé, car le niveau est très élevé. Attendre les résultats finaux leur parut long à tous les trois. Mais cette attente fut récompensée d'une médaille d'or et d'une médaille de la musicalité. Lisa était aux anges de recevoir sa médaille. Casper Johansson vint serrer la main de ses parents. J'étais sûre que Lisa ne pouvait être que la fille d'Éléonore Dusset. Elle est votre portrait craché. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés, monsieur Johansson. Exact. Mais j'ai travaillé à l'American Ballet Theatre en tout début des années 90, avant d'être directeur de l'opéra de Malmö. J'étais donc attentif aux danseurs primés dans les concours internationaux et repérés par les différentes compagnies prestigieuses, comme celle d'Alvin Ailey. Et je ne m'intéresse pas qu'à la danse classique. Votre technique et vos capacités d'interprète m'avaient frappé à l'époque. Et après, vous avez complètement disparu. C'est vrai, j'ai tout arrêté en 92, du moins au niveau professionnel. Car je danse toujours, mais danseuse n'est plus mon métier. Dommage, la danse y aurait gagné, mais la relève est apparemment assurée. Lisa ira loin, j'en suis certain. J'imagine que votre mari n'est pas dans le milieu de la danse. Non, je suis médecin et chercheur, répondit François. Attendez, Lisa Vass. Mais oui, vous êtes le professeur Vass, qui avec le professeur Graham Barnett a fait l'objet d'un article dans le New York Times il y a une semaine. Effectivement, dit François étonné. Vous vous intéressez à la recherche médicale? Tout ce qui touche au corps humain m'intéresse. Eh bien, la jeune Lisa a des gènes très intéressants. Je lui souhaite le meilleur, et à vous aussi. Il les laissa pour aller congratuler les autres médaillés. Quant aux Vass, ils reprirent l'avion de retour vers Orly, où ils récupérèrent leur voiture.